Le président mozambicain Filipe Jacinto Nyusi est au Kenya depuis le 21 novembre 2018, ceci pour une visite d'État de 3 jours au cours de laquelle il s'entretiendra avec son homologue Uhuru Kenyatta. Cette visite fait partie des efforts des deux dirigeants pour renforcer la relation entre les deux pays et examiner leur coopération bilatérale. À cet effet, le Kenya et le Mozambique ont signé ce 22 novembre 2018 un accord pour la libre circulation entre les deux pays. Les Kenyans se rendant au Mozambique n'auront désormais plus besoin de visa pour se rendre dans ce pays d'Afrique australe. Ceci grâce à un accord d'exemption de visa signé entre les deux pays. Et cet accord permettra également de faciliter les échanges commerciaux entre le Kenya et le Mozambique. Et s'exprimant lors d'un forum d'affaires organisé entre les deux États, les deux dirigeants ont mis au défi le secteur privé d'exploiter le potentiel commercial énorme qui existe entre eux. Et Kenyatta a cependant déploré la lenteur de la croissance des échanges commerciaux entre les deux puissances. Et ceci en dépit de l'important marché et de nombreuses opportunités d'investissement. Entre 2017, les importations du Kenya en provenance du Mozambique s'élevaient à 31 millions de dollars et les exportations à 12 millions de dollars. Il a déclaré que les deux pays ont jusqu'à présent largement échangé des produits manufacturés et signe encourageant que le secteur industriel de l'Afrique se redresse. Les deux dirigeants ont fait savoir que l'amélioration des infrastructures stimulerait le commerce intra-africain et qui est encore très faible. De son côté, le président Nyusi a exhorté le secteur privé des deux pays à être le fer de lance de l'expansion des partenariats économiques entre les deux pays, en particulier dans des secteurs tels que l'agriculture, l'agroalimentaire, les minéraux et le tourisme. Teodoro Obiang Bazogo, le président de la Guinée équatoriale, a conclu ce 20 novembre 2018 sa visite de 2 jours de travail au Soudan. Le Soudan et la Guinée équatoriale ont signé le 20 novembre dernier un certain nombre d'accords et de mémorandums, notamment un accord cadre dans les domaines économiques, commercial, culturel, scientifique et technique, ainsi qu'un accord sur les règles de procédure relatives à la création d'un comité ministériel mixte. Les deux parties ont également signé un protocole d'accord sur la consultation politique entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays et un accord sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports diplomatiques et officiels. Obiang a également profité de cette rencontre pour saluer la contribution du Soudan dans le continent africain, notamment ce qui concerne la paix au Sud-Soudan et en République centrafricaine. Cette visite du président Obiang Bazogo au Soudan s'inscrivait dans le contexte des relations distinguées entre les deux parties, car le président attache une importance particulière au renforcement des relations avec le pays d'Omar el-Béchir, cette volonté étant à renforcer les relations dans tous les domaines. La campagne électorale en République démocratique du Congo est officiellement lancée ce 22 novembre 2018. Les candidats aux élections présidentielles, législatives et provinciales prévues le 23 décembre entrent dans une opération de séduction. Malgré le fait que la CENI se félicite de tout mettre en œuvre pour le respect des délais et de son calendrier, des incertitudes planent encore sur le déroulement de ces élections. En effet, la classe politique congolaise a été divisée ces derniers mois sur plusieurs sujets, notamment l'absence de consensus autour de la machine à voter, la formation des agents électoraux essentiels au bon déroulement du vote, sans oublier le retard dans l'affichage des listes électorales. Outre ces problèmes-là, les tensions entre les différents candidats reflètent l'état d'esprit du pays dans son ensemble. Et c'est dans cette optique que les Congolais appellent les dirigeants à privilégier l'intérêt du peuple pour le bien-être de tous, car le pays a besoin de changement. Pour moi, je conseillerais aux gens de ne plus voir les problèmes de la nation, des tribus, de ne plus tenir compte des rancines, par exemple, qui sont dans les gens, mais il faut voir l'intérêt de la nation. Il faut voir l'intérêt de la nation. Pour moi, je préférerais voter même un étranger, mais c'est lui qui peut amener du changement. Pas seulement un Congolais, même un étranger, mais c'est lui qui peut nous amener du changement, le changement.
Ils savent leur rôle, ils doivent légiférer comme il se doit et que leurs lois qu'ils peuvent voter soient au profit du peuple et pour la reconstruction du pays. Nous voulons cela. C'est ça. Il n'y a rien d'autre du tout que nous pouvons demander que ça. Qu'ils viennent jouer les rôles comme il se doit. Donc qu'ils mettent un peu la démagogie de côté et puis qu'ils nous montrent un peu le travail de la députation, comment ça s'exerce, cette fois-ci du moins. Ainsi donc, après avoir confirmé la date des élections, le gouvernement invite les Congolais après la campagne à aller voter massivement, car c'est par eux que passera le changement. Les 208 plaintes du candidat Marc Ravalomanana introduites mardi dernier devant la Haute Cour constitutionnelle malgache ont finalement été toutes retirées le mercredi 21 novembre 2018. Pour le clan de l'ex-président, ce geste serait tout simplement une stratégie, comme nous l'explique Tsehenoa Roissoa Rabenja, son directeur de campagne. Le comité de soutien à Marc Ravalomanana, en abrégé KMMR pour sa part, n'accepte pas que les recours du candidat soient utilisés par l'opposition pour justifier l'annulation du premier tour de l'élection présidentielle à Madagascar. Afin d'éviter les troubles dans le pays et préserver l'intérêt supérieur de la nation, l'équipe juridique du candidat numéro 25 a retiré les 208 requêtes de l'ex-chef d'État. C'est du moins ce que fait savoir le responsable de cette équipe, Hassina Andrea Madison. La Haute Cour constitutionnelle malgache a confirmé avoir reçu la lettre de désistement du candidat Marc Ravalomanana et que désormais il ne lui reste que 7 requêtes à traiter, notamment celle introduite par André Rajolina qui demande un audit du logiciel de traitement de la CENI et celle du président sortant Eri Rajao Nari Mampianina qui réclame pour sa part l'annulation du premier tour. La journée du mercredi 21 novembre dernier a été mise à profit pour le M13, un mouvement de la société civile, de faire sa sortie officielle en présence des médias dans la commune de Yopougon. Le M13 que dirige Soro Kilefoa à travers ses actions veut entreprendre des actions pour faire plier le régime d'Abidjan qu'il qualifie de dictatorial. Nous, mouvement du 13 octobre dénommé M13, battons le rappel de tous les démocrates, patriotes et républicains sincères. Le braquage électoral et les assassinats délibérés perpétués le 13 octobre 2018 constituent l'acte de trop à ce titre. Ces agissements inacceptables nous interpellent tous. Ce jour fatidique du 13 octobre 2018 s'inscrira en lettres sombres dans les annales de l'histoire de notre jeune nation. C'est partant d'un constat amer selon lequel la misère, les déguerpissements sauvages, le hold-up électoral du 13 octobre dernier, planifié par le pouvoir RHDP, que le mouvement M13 du président Soro Kilefoa entend saisir le taureau par les cornes afin de jouer un rôle d'une société civile forte en Côte d'Ivoire. Considérant l'aspiration profonde du peuple ivoirien à la démocratie, à la paix, à la réconciliation et à l'unité nationale, considérant les acquis démocratiques majeurs obtenus de haute lutte, aujourd'hui mis à mal par la gouvernance du régime Alassane Dramane Ouattara, le M13, face à une telle situation, appelle dans un sursaut patriotique à la mobilisation générale pour la défense de la démocratie, l'état de droit, les libertés, la bonne gouvernance et la souveraineté de la nation. Pour terminer, le mouvement M13 appelle donc les Ivoiriens dans un sursaut national à la mobilisation générale pour défendre la démocratie en Côte d'Ivoire. Dans le cadre des préparatifs de la COP24 sur le climat, une rencontre s'est tenue ce 21 novembre à Libreville entre le ministre des Affaires étrangères et l'ensemble des membres du corps diplomatique. Il s'est agi à cette occasion de réfléchir sur les méthodes à adopter par les pays membres pour lutter contre les aléas du climat et planifier l'initiative d'adaptation pour l'Afrique. Le ministre Régis Umongol, qui présidait la cérémonie, a tenu à faire comprendre le bilan à mi-parcours, puis les projets d'avenir en la matière. Faire le point au corps diplomatique, l'évolution de l'initiative africaine pour l'adaptation. Parce qu'au mois d'août, avant que le Gabon n'aille l'Assemblée générale des Nations Unies, nous avons rencontré le corps diplomatique pour parler de cette initiative importante pour les pays africains, qui consiste à mettre en place des stratégies sobres en carbone, avec des stratégies de renforcement des capacités, pour mieux gérer l'impact des changements climatiques sur les économies africaines.
L'ambassadeur de Côte d'Ivoire au Gabon, le général Philippe Mangou, qui prenait part à la cérémonie, n'a pas manqué de saluer la diplomatie agissante du président Ali Bongo Ondimba en matière de protection de l'environnement, tout en promettant le relais de cette information au niveau des pays que représentent les diplomates au Gabon. Et saluer l'action efficace que mène le président Ali Bongo Ondimba en ce qui concerne la lutte contre le changement climatique. Nous avons donc pris bonne note de tout ce qui a été dit et il nous appartient en tant qu'ambassadeur d'en rendre compte à nos chefs d'État et à nos souverains de ce qui a été dit. Le représentant résident des Nations Unies au Gabon, M. Stéphane Jackson, a salué le chemin parcouru par le Gabon tout en indiquant des nouvelles dispositions prises pour améliorer l'initiative africaine d'adaptation. Les Nations Unies continuent à saluer le leadership du Gabon sur le continent africain, mais aussi pour la planète tout entièrement dans les questions de changement climatique, la conservation, la biodiversité. Dans ce cadre, comme vous le savez, le Gabon a été désigné par l'Union africaine comme le champion de cette initiative d'adaptation africaine. Somme toute, la rencontre de Libreville a permis de baliser le chemin pour mieux promouvoir cette initiative africaine, afin de mieux lutter contre tout danger. La compagnie nationale aérienne Camerco envisage de renforcer sa flotte pour une plus grande fluidité de déplacement dans le cadre de la Cannes 2019, a-t-on appris ce mercredi auprès des médias locaux. L'annonce a été faite par le ministre camerounais des Transports, Jean-Enes Galé-Bibé, devant le Parlement camerounais. Dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, il est projeté l'acquisition ou la location de 3 aéronefs afin de faciliter les déplacements, a déclaré le ministre des Transports au cours de son passage devant la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, sans toutefois donner les détails quant à l'opérationnalisation de la mesure. Rappelons que ces 3 avions pour la Camerco, avant la Cannes 2019, arriveront au moment où la compagnie compte déjà 5 avions, dont un bombardier Q400, 2 Boeing B737NG et 2 avions chinois MA60. Grâce à son plan de restructuration, Camerco a doublé le nombre de ses passagers depuis le début de l'année 2018. Au premier semestre, la compagnie nationale aérienne a enregistré environ 30 000 passagers tous les mois, avec près de 150 vols domestiques et dans la sous-région par semaine. Je n'ai même pas fait le vitesse, quoi. Difficile très souvent pour les conducteurs de cracher la vérité sur la route. Pourtant, le radar, lui, il ne se trompe pas. Ce monsieur est tombé dans les filets de la gendarmerie qui, de nuit comme de jour, est présent sur le terrain à travers les 4 coins du Cameroun. National numéro 3, l'axe qui relie Yaoundé à la métropole économique Douala. La circulation n'est pas dense ce jour, mais on ne baisse pas la garde. Véhicules fouillés, pièces contrôlées, excès de vitesse, chevauchement de la ligne continue, surcharge et autres infractions sur la route. La gendarmerie veille au grain. Comme toujours, les consignes sont les mêmes, être la référence aussi en matière du respect de l'éducation et de la sensibilisation des usagers, au-delà du travail qu'il faut faire avec professionnalisme. Nous sommes descendus dans l'axe Yaoundé-Boumié-Belle-Pouma. La haute hiérarchie nous a demandé déjà d'être courtois envers les usagers. Nous devons vraiment être courtois. Et nous devons aussi être bien mis dans notre habillement. Le port de la plaque patronymique déjà est nécessaire pour nous. D'autre part, nous devons rester professionnels dans le déploiement du dispositif. Un déploiement ou une présence effective sur le terrain qui donne des résultats satisfaisants. La courbe, par exemple, des accidents sur les grands axes routiers au Cameroun est en nette régression ces derniers mois ou années. Cas pratique. Ici, depuis hier, je constate que les usagers sont conscients. Ils sont vraiment conscients
Parce qu'auparavant, ce n'était pas facile. Il y a les plaques en route. Tu dois regarder les plaques comme tu roules. Ce n'est pas que tu dépasses le... Il y a 60, il y a 80. La route ne tue pas, dit l'artiste, mais c'est l'homme qui est le plus souvent la cause des accidents. Non-respect du code de la route, mauvais état de véhicule, conduite parfois dans des états non appropriés, la liste est longue. Nous restons toujours dans la répression, nous sommes toujours là en train de les sensibiliser et éduquer. La sécurité des biens et des personnes au Cameroun en dépend. L'État, à travers la gendarmerie nationale pour ce qui concerne ce corps, ne lésine pas sur les moyens afin que ces hommes et femmes sous le drapeau soient partout et surtout là quand on a besoin d'eux. Pour le personnel du ministère des Arts et de la Culture, c'est une occasion sans précédent que leur a offerte la hiérarchie en mobilisant à leur intention une forte équipe médicale pour une campagne de sensibilisation et de dépistage de risques de maladies cardiovasculaires. C'est une aubaine que de bénéficier des soins de santé gratuitement. Avec joie parce que franchement, nous disons d'abord merci au ministère d'avoir permis que nous puissions assister à ce dépistage parce que plusieurs parmi nous sommes tellement occupés que il y a des fois nous n'avons pas le temps d'aller dans les hôpitaux, dans les campagnes, tout ça. L'initiative est très bonne et je remercie notre ministre, le professeur Narcisse Morekondo, pour cette occasion. Du simple agent au sommet de ce département ministériel, en passant par les artistes et autres acteurs culturels, l'équipe médicale a vu défiler devant elle ce beau monde repartir pour la plupart avec un sourire et surtout beaucoup de conseils à mettre en pratique. Beaucoup de sport déjà et un régime alimentaire pour éviter le surpoids. Les médecins sont formels. Les maladies cardiovasculaires peuvent être évitées tout comme les morts subites. La grande cérémonie d'installation des responsables récemment promus dans ce département ministériel a d'ailleurs servi de cadre aux spécialistes pour passer le message. La conférence tenue dans le locaux du Musée national sur la présence du ministre de la Culture visait à sensibiliser le grand public, le personnel du musée, du ministère de la Culture et toute la population sur les dangers de la mort subite du Cameroun. De dire que la mort subite n'est pas une fatalité. La mort subite est évitable. Et que lorsque un citoyen est témoin d'une mort subite, le citoyen doit agir pour aider la victime. Il y a des gestes simples qu'il faut poser, qu'on pose. Ces gestes simples ne coûtent rien du tout. Au Cameroun, les maladies cardiovasculaires avec le corollaire que constitue le plus souvent la mort subite est devenu un véritable fléau qui ravage les populations. Personne n'est épargné, d'où l'urgence des tests de dépistage à des temps réguliers. Cela sauve la vie. Le président Pedro Sanchez est à La Havane ce jeudi pour une visite de seulement 24 heures, au cours de laquelle il ne sera vu par aucun dissident, bien qu'il soit avec des intellectuels, des artistes et des entrepreneurs qui font partie d'une société civile indépendante du régime, ni toxicomanes ni opposants. Sanchez et son homologue cubain, Miguel Díaz-Canel, inaugureront un forum d'affaires à l'hôtel Grand Pacar, géré par la chaîne espagnole Iberostar, qui vient d'être incluse par l'administration Trump sur sa liste noire des entités de l'île. La première visite à Cuba d'un président espagnol en 32 ans est un champ de mine dans lequel chaque geste est mesuré au millimètre et tout glissement peut ruiner un plan soigneusement préparé. C'est pourquoi les deux gouvernements ont négocié toutes les démarches de Pedro Sanchez à La Havane, y compris sa promenade dans la vieille ville, réhabilitée avec le soutien de la coopération espagnole. Depuis l'annonce du voyage à Cuba, le Parti populaire et les citoyens ont fait pression sur le chef du gouvernement pour exiger la démocratisation du régime et de laisser une place à leur agenda pour rencontrer les dissidents. La possibilité d'une rencontre avec les dissidents les plus importants, tels qu'Elizardo Sanchez, Guillermo Fariñas ou les Dames en Blanc, est exclue. Des sources de la Moncloa affirment qu'aucun des dirigeants qui se sont rendus à Cuba depuis 2015
président ou premier ministre de la France, de l'Italie, du Portugal, de l'Irlande ou de l'Autriche ne l'a fait. Le gouvernement de Rajoy n'est jamais venu normaliser ses relations avec Cuba. Les tentatives du ministre José Manuel García Margallo ont été torpillées par son propre parti. Mais il a fait beaucoup plus. Il a cautionné 2 000 millions d'euros, plus que tous les autres pays du monde réunis. Une partie de cette dette, 410 millions d'euros, a été convertie en un fonds destiné à financer les investissements espagnols dans l'île, qui n'est pas aussi agile qu'il le devrait, selon des sources gouvernementales. L'annulation a ouvert la voie à l'ouverture de nouvelles lignes de crédit, mais Cuba a de nouveau encouru de petits défauts qui rendent difficile la sécurisation des investissements. La visite intervient au beau milieu d'un débat sur une réforme constitutionnelle qui étendra les droits individuels tels que le mariage homosexuel, tout en maintenant le système de parti unique. Sanchez n'a aucune intention de s'immiscer dans une affaire qu'il considère interne au Cuba.